Ce qui a été dit hier par le secrétaire américain au Trésor est la réponse du chef du Conseil iranien de sécurité nationale. Voici ce qu'a déclaré Scott Bessent. Nous lancerons contre l'Iran le plus grand blocus financier jamais mis en place. Les pays qui continueront à commercer avec Téhéran deviendront des parias à l'échelle mondiale. Autre point qu'il a évoqué, Washington utilisera toute sa puissance contre toute entité qui ne se conformerait pas aux nouvelles sanctions. L'administration Trump exhorte les alliés des États-Unis et le reste du monde à cesser tout commerce avec l'Iran. Et Mohsen Rezaei, côté iranien, a répondu « Si la guerre économique se poursuit, pas une seule goutte de pétrole ne sera exportée, ni par le détroit d'Ormuz, ni depuis Orevei endroit du golfe Persique. » Je suppose qu'il parle de Fujairah et de la zone située hors du détroit d'Ormuz. L'Iran prendra pour cible la participation de n'importe quel pays ou son soutien à la guerre économique menée par les États-Unis contre le peuple iranien. Et s'ils soutiennent les États-Unis, les Iraniens considéreront leur comportement comme un acte de guerre. C'est ce qui se passe. Les deux parties se préparent, d'une certaine manière, à un nouveau cycle, ou à une nouvelle phase, si l'on peut dire, du conflit. Comment comprenez-vous la façon dont cette guerre change, d'une certaine manière, de forme et de visage? Pas totalement, mais on voit des changements majeurs dans sa forme. Eh bien, vous savez, nous restons dans le même cadre que celui où nous étions. Cela signifie que vous avez les États-Unis qui ont déclenché une guerre sans savoir exactement ce qu'ils voulaient obtenir. Et on le voit, parce qu'au tout début, il était question du programme nucléaire, avec cette soi-disant bombe nucléaire. Mais nous savons, et cela était déjà établi, que l'Iran ne cherchait pas à se doter d'une arme nucléaire. Il s'agissait donc seulement du programme nucléaire et du programme d'enrichissement, qui est d'ailleurs pleinement autorisé par le traité de non-prolifération. Et quoi qu'en disent nos médias, l'Iran n'a jamais dépassé les limites prévues par le traité de non-prolifération. Donc, en substance, il n'y avait aucune raison pour les États-Unis d'attaquer l'Iran. Et c'est pour ça qu'à partir de là, l'objectif principal n'a plus été le programme nucléaire. Toute la question s'est alors déplacée vers le détroit d'Ormuz. Et maintenant, il s'agit du détroit d'Ormuz, presque plus du tout du nucléaire, même si Trump parle parfois de la bombe nucléaire. Mais en réalité, tout tourne autour du détroit d'Ormuz. On voit donc que la direction stratégique des États-Unis ne sait pas exactement où elle va. Maintenant, il veut une victoire. Mais qu'est-ce qu'une victoire? Qu'est-ce qui pourrait être qualifié de victoire? Que le détroit d'Ormuz soit ouvert comme il l'était en février. Je veux dire, cela signifie que vous avez dépensé des milliards de dollars pour rien. Alors, une victoire pour qui? Du côté des États-Unis, on ne sait pas exactement où ils veulent aller. Du côté iranien, on sait exactement vers quoi ils se dirigent. Parce qu'en fait, rappelez-vous, c'était ce qu'on a appelé « vraie promesse 4 ». Cela signifie que c'était la 4e fois que l'Iran était attaqué à la fois par Israël et par les États-Unis. Et pour eux, il est parfaitement clair que s'ils n'adoptent pas une position très ferme dans leur réponse, il y aura une autre attaque, puis encore une autre, et cela continuera. Israël a même dit que tant que l'Iran ne sera pas détruit, il n'y aura pas de solution. Nous sommes donc dans une situation que l'Iran perçoit comme existentielle. Par conséquent, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Iran dise qu'il va s'arrêter, parce que pour lui, c'est existentiel. Il doit donc aller jusqu'au bout, si vous voulez. Dans cette configuration, ce qui est étrange, c'est de voir que les États-Unis n'ont pas encore compris qu'il arrive un moment où il faut être rationnel et se demander « qu'est-ce que je veux obtenir ? Mon objectif est-il proportionné à ce que je dépense pour l'atteindre ?»
C'est essentiellement ce que vous appelez l'efficacité, n'est-ce pas? Suis-je efficace pour atteindre mes objectifs? Ou existe-t-il une autre manière d'atteindre cet objectif avec des moyens plus efficaces? Par exemple, simplement comme suggestion, la diplomatie ou de bonnes relations. Vous voyez, pourquoi devrais-je y consacrer autant de vies humaines, de matériel, de confiance? Car les États-Unis ont dépensé beaucoup de leur capital de confiance, en fait, dans ce conflit. Leur crédibilité aussi, stratégique, militaire, mais également politique et économique. Alors, est-ce que le prix en vaut la peine? Ne serait-il pas plus efficace de poursuivre un dialogue qui avait commencé plus tôt cette année-là et qui se poursuivait à Genève lorsque les États-Unis ont déclenché leur guerre fin février? Le problème ici, et encore une fois, c'est un problème que nous avons vu à de nombreuses reprises, pas seulement avec cette administration, mais aussi avec l'Occident dans son ensemble. Nous avons commencé des guerres sans savoir exactement ce que nous voulions atteindre. Nous avons tué beaucoup de gens. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous avons créé une situation qui a forcé des gens à émigrer vers l'Occident. Donc, nous créons un problème secondaire. Dans quel but exactement? Qu'avons-nous réellement accompli? Et là, encore une fois, je reviens à ce problème. Nous avons un problème au niveau stratégique dans tous nos pays, pas seulement au sein de l'administration américaine. Ce que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. Mais en réalité, c'est exactement la même chose avec Macron, avec Merz. Toutes ces personnes sont exactement pareilles. Elles veulent faire des choses, mais elles n'ont pas vraiment une idée précise de ce qu'elles veulent accomplir. Et elles dépensent beaucoup d'argent. Leurs économies, leurs propres économies, s'effondrent. Mais elles veulent faire quelque chose. Sauf qu'elles ne savent pas exactement pourquoi, dans quel but, quel en est l'objectif, ni quel en est le coût. Et quand il s'agit de l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui paie le prix pour les autres. En ce qui concerne le Moyen-Orient, la situation est un peu plus claire. Parce que, comme je l'ai dit, les États-Unis dépensent de l'argent, dépensent leur crédibilité, dépensent tout cela. Mais en même temps, comme je l'ai dit, nous replongeons dans ces guerres qui, au fond, n'ont pas d'objectif. Nous ne savons pas ce que nous voulons accomplir. Ils dépensent beaucoup et nous perdons beaucoup. En réalité, nous perdons bien davantage, peut-être pas physiquement ou matériellement, mais en crédibilité, en relation. Parce que l'Occident semble désormais avoir complètement abandonné la diplomatie. À mes yeux, c'est une perte importante pour l'Occident, et personne n'y pense vraiment. Mais si vous regardez toutes les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés, cela peut être avec la Chine, au Moyen-Orient, avec l'Ukraine, avec le Groenland. Enfin, prenez n'importe quelle situation. Comment résoudre ce problème? Avec des sanctions. On peut ajouter des droits de douane, mais ces droits de douane sont utilisés comme des sanctions. Ils ne sont plus utilisés comme un outil économique. Ils servent de sanctions. Et donc, le mot-clé dans l'ensemble des relations internationales entre l'Occident et le reste du monde, le mot-clé reste sanctions. Et nous n'avons rien d'autre. C'est la seule façon de résoudre les problèmes, ou d'imposer des sanctions à des personnes, à des pays ou à des entités étatiques, peu importe. Mais cela veut dire que nous n'avons absolument aucun autre moyen de résoudre les problèmes. Et lorsqu'il s'agit de discuter, eh bien nous voyons que nous n'avons rien à nous dire. Nous ne savons pas exactement comment nous voulons traiter les problèmes. Et cela est illustré par la question de l'Iran. Nous avions un protocole d'accord qui a été signé les 17 et 18 juin de cette année. Mais on peut constater que dans les faits, ce protocole n'a pas vraiment été discuté. Il n'y a pas eu de véritable négociation pour l'établir. C'était plus ou moins
une solution proposée par l'Iran qui a été acceptée par les États-Unis parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution viable. Ils l'ont donc acceptée, mais à mon avis, ils l'ont fait avec l'idée de ne pas la mettre en œuvre. Car quelques jours après sa signature, eh bien, tout a repris, avec ce blocus lancé par les États-Unis. Ils n'ont même pas attendu les 60 jours avant de commencer quoi que ce soit. Cela a commencé immédiatement, ce qui signifie qu'ils n'avaient absolument aucune intention de l'appliquer. Et on voit que toute la question de ce protocole d'accord a été discutée entre l'Iran et les autres. L'Iran en a discuté avec des pays comme Oman et d'autres. Par exemple, pour le détroit d'Ormuz, ils en ont discuté à l'échelle régionale. Donc, quand l'Iran est arrivé à la table avec ce protocole d'accord, la question avait déjà été discutée par de nombreux acteurs. Cela veut dire que l'Iran était soutenu, d'une certaine manière, par d'autres. Ils n'avaient probablement pas d'accord, mais au moins, ils avaient informé les autres qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Et dans un certain sens, ils avaient des soutiens. Mais les États-Unis n'y ont jamais vraiment prêté attention. On voit donc que nous ne sommes plus habitués au véritable processus diplomatique qui servait autrefois à résoudre les conflits que nous avions dans le passé. On se rencontre, on discute, on prend le temps. On se retrouve une fois à Washington, une fois à Genève, et ainsi de suite. C'est un processus. Ce n'est pas simplement un processus de discussion. Au singulier, on parle de discussion. Au pluriel, il y a des discussions. Et ces discussions font partie d'un processus. On échange ses points de vue, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Une véritable négociation, c'est lorsque deux parties arrivent, chacune avec sa propre proposition. Ces propositions peuvent être très différentes l'une de l'autre. Et le processus consiste à rapprocher ces deux propositions, de plus en plus, jusqu'au moment où l'on trouve une solution qui satisfait les deux parties ou qui les insatisfait toutes les deux de manière égale. Il faut être également insatisfait. Et c'est, je l'ai dit souvent, une sorte de devise que nous avions aux affaires étrangères suisses. Nous disons qu'un bon accord, c'est quand les deux parties ne sont pas satisfaites. C'est une autre façon de le dire. Mais cela veut dire qu'il faut faire des concessions. Et les deux parties doivent faire leurs propres concessions, jusqu'au moment où vous arrivez à quelque chose qui vous satisfait, compte tenu des concessions que vous avez faites. Et c'est tout. Mais ce processus n'existe plus. On l'a vu même avec le conflit ukrainien. Nous avons eu quelques réunions à Istanbul l'année dernière et aussi en Arabie Saoudite. Mais on voit que c'était des discussions ponctuelles. Vous venez, vous parlez, vous n'êtes pas satisfait et c'est tout. Au lieu de prendre les premières discussions comme base pour poursuivre les échanges, vous attendez que tout soit réglé dès la première réunion. C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, il peut falloir 10, 20, 30 réunions, je ne sais pas combien, avec des gens, avec des décideurs, avec des personnes qui peuvent prendre des décisions. Carl, désolé de vous interrompre. Mais ce que vous évoquez, c'est l'art de la diplomatie, pas l'art de la négociation. Le problème, c'est que Donald Trump cherche autre chose. Absolument. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, y compris sur votre chaîne, j'ai dit que l'art du deal, au fond, c'est ce qu'on appelait autrefois la diplomatie de la canonnière. Ça veut dire, vous acceptez ce que je vous dis, sinon je vous tire dessus. C'est ça, la diplomatie de la canonnière. C'est exactement ce que les grandes puissances, les puissances américaines, faisaient à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Exactement ça. Elles disaient, d'accord, nous voulons un accord avec vous. Voilà notre proposition. Et si vous n'êtes pas content, nous envoyons notre marine. Exactement ça. Et l'art du deal, c'est exactement cela. C'est exactement ce que nous avons vu avec Gaza, exactement ce que nous avons vu avec l'Ukraine. Enfin, c'est exactement leur méthode.
Ils arrivent avec une proposition, ils la posent sur la table et disent « Eh bien, à prendre ou à laisser ». Mais si vous partez, je fournirai davantage d'armes à l'Ukraine. J'aiderai l'Ukraine à vous bombarder, ou vous savez, ce genre de choses. Et nous avons vu exactement la même chose avec l'Iran avec les Palestiniens, lorsqu'il a été question, début 2025, de la bande de Gaza. Nous avons donc complètement perdu cet art de la diplomatie que je viens d'expliquer, qui repose toujours sur les relations humaines. Les relations humaines ne jouent plus aucun rôle, du moins aujourd'hui. Et c'est la partie triste de tout cela. Il faut haïr les gens. On met l'accent sur la haine. Et donc on ne parle pas aux gens, parce qu'ils sont le diable, le mal, peu importe. Alors on ne parle pas au mal. C'est quelque chose que nous n'avions jamais eu. C'est un genre de vocabulaire ou de terminologie qu'on n'avait pas pendant la guerre froide. Personne ne disait que Léonid Brezhnev ou Gorbatchev ou qui que ce soit d'autre, Tchernenko, Andropov, personne ne disait que c'était le mal. Parce que, en parallèle de ce qui se passait en Afghanistan, en Afrique ou ailleurs dans le monde, il y avait quand même un processus de négociation. Même quand les Soviétiques ont abattu un Boeing coréen, le vol KAL-L007, abattu par l'armée de l'air soviétique dans la région de Sakhalin, donc dans l'extrême-orient de l'Union soviétique. Il y a eu cet événement. Je veux dire, c'était tout de même très important, parce que tous les passagers de cet avion ont été tués, en fait. Bien sûr, il était entré, d'une manière ou d'une autre, dans une zone interdite, une zone restreinte de l'espace aérien soviétique. Et bon, vous pouvez... Enfin, je ne veux pas entrer dans l'explication de cela. Quelles que soient les circonstances, il y a quand même eu environ 250 Coréens qui ont été tués lors de cet événement. Et sur le plan diplomatique, c'était une question majeure, je m'en souviens parfaitement. C'était en 1983. Je m'en souviens parfaitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cela, nous avons continué à parler avec les Russes ou les Soviétiques. Il y a eu des discussions, y compris sur l'incident lui-même. Les Soviétiques n'ont pas été simplement exclus de toute discussion, et nous avions d'autres négociations en cours sur la limitation des armements stratégiques et ce genre de choses. Tout cela n'a pas été interrompu du tout. Et même si, évidemment, en Occident, les Soviétiques ont été vivement critiqués, et même si, soit dit en passant, il y a aussi eu des enquêtes en Union soviétique parce qu'ils n'étaient pas contents de cet incident, il faut le dire. Cela a aussi été considéré, au sein du système soviétique, comme une erreur. Mais en tout cas, cela n'a pas empêché les relations diplomatiques que nous avions avec l'Union soviétique. Nous avons continué à leur parler. Ils ne sont pas soudainement devenus le mal absolu, et tout ça, même s'ils n'avaient pas de liberté d'expression. Je veux dire, c'était un système communiste, avec le goulag et des hôpitaux psychiatriques pour ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti. Je veux dire, c'était un système terrible, mais cela ne nous a jamais empêchés d'avoir des relations diplomatiques avec eux. Et c'est exactement ce qui me frappe aujourd'hui. Pour une raison ou une autre, quand on désigne un pays, ça peut être les Palestiniens, les Iraniens ou les Russes, comme ennemis, plus personne ne veut leur parler. C'est totalement absurde. Vous avez encore plus de raisons de parler à votre ennemi si vous le considérez comme un ennemi que... Enfin, vous pouvez parler à vos amis, évidemment. Mais avec ce genre de comportement, eh bien, vous ne leur parlez pas parce qu'ils sont stupides, maléfiques, peu importe. Alors vous ne résolvez jamais le problème et vous le perpétuez. Et c'est exactement ce que nous avons vu. Au fond, ce que nous voyons avec l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran, c'est un différend qui dure depuis presque 50 ans. Et ce, malgré le fait que nous avons eu plusieurs accords, d'ailleurs entre les États-Unis et l'Iran.
notamment les accords d'Alger, dans lesquels les États-Unis ont accepté de ne pas s'ingérer dans la politique intérieure de l'Iran. Ils ont été signés en 1981 à Alger, à la suite du différend lié aux otages de l'ambassade de Téhéran. Vous vous souvenez de l'époque où les membres de l'ambassade américaine ont été pris en otage, et tout ça. Après cet épisode, qui a duré presque un an, ou plus d'un an, il y a eu les accords d'Alger. Et les États-Unis ont accepté de ne plus intervenir dans la politique intérieure iranienne. Eh bien, ce n'est évidemment pas le cas. Nous avons donc complètement abandonné ce que nous avions signé. Nous avons complètement abandonné les engagements que nous avions pris. Et, à la place, nous avons entretenu une sorte d'esprit, une atmosphère de tension, une tension permanente, en déclarant que l'Iran était le diable, le pays le plus maléfique du monde. Aujourd'hui, cette première place est disputée par la Russie. Mais, au fond, c'est le même état d'esprit. Alors à quoi peut-on s'attendre? Vous savez, nous sommes comme des enfants et nous continuons d'entretenir ce climat de haine. C'est inquiétant. Parce que c'est aussi une question de maturité. Pas seulement de maturité politique, mais aussi de maturité individuelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui se comportent comme des adolescents. On en a déjà discuté bien des fois.